Bonjour à tous et toutes. Je suis Géraldine Chalancon, directrice opérationnelle d'Espacité, agence conseil spécialiste de l'habitat et de la ville. Bonjour Vincent Lerosic. Bonjour Géraldine, merci de l'invitation. Donc vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous avez suivi au sein de l'ESSEC les cours de la chaire d'économie urbaine et en parallèle, dans le cadre d'un double diplôme, vous avez également suivi des cours de géographie au sein du département de l'ENS Ulm. À la suite de cela, vous avez souhaité réaliser une thèse dans le cadre d'un contrat CIFRE que vous avez effectué au sein de l'agence Espacité entre 2014 et 2017. Et votre thèse portait sur les organismes de foncier solidaire. Vous avez ensuite occupé les fonctions de directeur des études de la Fabrique de la Cité et vous êtes aujourd'hui directeur de projet, stratégie et innovation au sein de l'EPA Marne-EPA France, qui est un établissement public d'aménagement sur l'Est francilien. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sol, au foncier, qui est un peu le fil rouge de votre vie professionnelle et également de vos études. Et peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi de travailler sur les organismes de foncier solidaire dans le cadre de votre thèse, en nous définissant ce que font ces organismes rapidement également ? Oui, bien sûr. Alors, avant de porter une définition, ce qui m'a amené à travailler le sujet, c'est effectivement le sujet de la question foncière, voilà, qui est central sur toutes les questions liées à l'accessibilité au logement, à l'accession sociale à la propriété, notamment. L'aventure, avant qu'on parle des organismes fonciers solidaires, a démarré d'abord par la découverte d'un article de Jean-Philippe Attard, à l'époque, dans la revue Mouvement, sur une expérience aux États-Unis qui s'appelle les Community Land Trust. Voilà, et j'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'expérience du Cooper Square Community Land Trust à New York, avant de commencer effectivement ma thèse sur les organismes fonciers solidaires. Alors, les deux objets, Community Land Trust, CLT, voilà, et organisme foncier solidaire, OFS en France, sont deux objets qui sont similaires. Moi, je considère qu'ils sont équivalents dans des systèmes juridiques différents. Et ce sont des organismes à but non lucratif qui ont vocation à faire l'acquisition de foncier, bâti ou non, en vue de proposer à des ménages sous conditions de ressources une nouvelle forme d'accession sociale à la propriété, dont l'originalité repose sur le fait que le ménage en question fait l'acquisition des murs du logement, voilà, de façon un petit peu simplifiée, alors que le foncier reste la propriété de l'organisme à but non lucratif en question, l'OFS ou le CLT. Et le grand apport, c'est qu'il s'engage à travers cette propriété à l'occuper à titre de résidence principale, voilà, tout au long du démembrement de propriété, qui peut durer jusqu'à 99 ans. Et il s'engage à le revendre à un autre ménage à terme qui bénéficie des mêmes ressources que lui, donc là aussi toujours avec des plafonds de ressources, et surtout avec un prix qui est encadré, avec une plus-value à la revente qui est limitée pour favoriser justement une logique de solidarité intergénérationnelle. Voilà. Donc ça, c'est la grande nouveauté de ce dispositif. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est avant préexistaient d'autres dispositifs favorisant l'accession sociale à la propriété, notamment voilà, l'accession aidée, le prêt social, location, accession, etc. Et l'ensemble de ces dispositifs-là avait pour limite, du point de vue de la puissance publique, de ne pas justement permettre d'encadrer dans la durée ces prix de revente. Il y avait des dispositifs de clauses antispéculatives contractuelles, mais étant donné que c'était avec un droit de propriété privé, c'était nécessairement limité dans le temps, généralement 15 ans, et en plus avec des possibilités de contournement assez importantes. Donc tout l'enjeu du point de vue des politiques publiques, c'était au moment de la création des organismes fonciers solidaires, donc c'est en 2014, la loi Allure, de pouvoir justement se dire qu'en mettant beaucoup d'argent public pour favoriser l'accession sociale à la propriété, parfois sur dizaines de milliers d'euros par logement, il était quand même important de pouvoir s'assurer que cette subvention de départ n'était pas accaparée, privatisée par le premier ménage seulement occupant les lieux, mais justement par toute une série de générations de ménages qui se succèdent dans le même logement. Voilà. Donc, pour le dire peut-être d'une autre manière, nous avions jusqu'à présent le logement locatif social
avec son modèle économique pérenne. Voilà, on a plus de 5 millions de logements sociaux en France, avec un parc qui s'est constitué voilà, sur maintenant plusieurs dizaines d'années. Ça fait un siècle qu'on a créé le logement social en France. Là, maintenant, on a une seconde jambe qui vient se constituer avec les organismes fonciers solidaires, où cette fois-ci, c'est pas seulement un parc locatif en logement social qui est proposé, mais aussi un parc d'accession qui lui-même est pérenne dans le temps. Et donc maintenant, on va pouvoir constituer voilà, un stock, une offre qui va grandir d'année en année et de décennie en décennie. Voilà. Et donc pour vous, ce qui fait justement que les OFS se sont développés en France, puisqu'aujourd'hui on compte près de 150 organismes de foncier solidaire en France, par rapport à d'autres mécanismes qui avaient été testés auparavant, c'est cette pérennité qui est permise par l'OFS et par le bail réel solidaire, donc qui est le type de propriété qui est proposé par un organisme de foncier solidaire. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cette réussite par rapport à d'autres dispositifs préexistants? Alors effectivement, vous avez raison. Déjà, la première singularité de la France en la matière, c'est que depuis le début des années 2000, depuis une vingtaine d'années, on a été quand même très très créatif en matière d'expérimentation sous diverses formes, de démembrement de propriétés visant à favoriser l'accession sociale à la propriété. Voilà. Moi, j'en ai dénombré plus d'une dizaine au moment où j'ai terminé ma thèse. Depuis que je l'ai soutenue en 2019, il y a des nouveaux acteurs, principalement du secteur privé d'ailleurs, de façon assez intéressante, qui se positionnent également sur le sujet. Donc maintenant, il y a plus de 10 dispositifs qui ont été proposés, expérimentés, etc. À chaque fois des micros-objets, la plupart du temps, probablement, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Voilà, essai d'accession progressive à la propriété, le prêt social de location accession, j'en ai parlé. Une start-up comme Hacker, une nouvelle start-up lancée par Xavier Lépine autour du concept de néo-proprio, voilà, une nouvelle génération de propriétaires, etc. Enfin voilà. Et ce qui est tout à fait intéressant dans l'ensemble de ces expérimentations-là, c'est que déjà, on voit qu'il y a un vrai sujet qui est posé de fond sur l'accession à la propriété pour un certain nombre de catégories, et à la fois sociales et aussi générationnelles. Là-dessus, on voit qu'il y a une fracture assez importante pour les nouveaux entrants sur le marché immobilier. Et ensuite, dans l'expérimentation de tous ces dispositifs, en réalité, il y a eu beaucoup de casses. C'est-à-dire, on a beaucoup qui sont des objets mornés. Le bail réel immobilier, par exemple, qui avait été imaginé au début des années 2000 par la ville de Paris, il n'y a jamais eu aucune opération qui est sortie. Et là-dedans, effectivement, la grande, ce en quoi se distingue principalement le dispositif des organismes fonciers solidaires et du bail réel solidaire associé, c'est effectivement sa pérennité. C'est-à-dire qu'effectivement, tout de suite, les collectivités locales, l'État, qui viennent subventionner justement ce type d'accession sociale à la propriété, voient tout de suite l'intérêt d'avoir la capacité à pérenniser les subventions publiques qui sont mises sur la table au départ, les protéger, de sorte que plusieurs générations de ménages en soient bénéficiaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, ça, par exemple, c'est si on fait plutôt la comparaison avec un autre dispositif qui est arrivé avec la loi Allure, c'est les coopératives d'habitants. Alors, les coopératives d'habitants, c'est d'inspiration plutôt de la Suisse, des pays scandinaves, du Québec également, où c'est un collectif d'habitants qui est propriétaire collectivement à travers une coopérative d'un ensemble de logements. Et les ménages en sont locataires via un contrat de bail assez classique. Quand on compare ces deux dispositifs, l'organisme foncier solidaire et la coopérative d'habitants, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y en a un qui suscite beaucoup d'intérêt, et vous l'avez rappelé, 150 organismes fonciers solidaires agréés aujourd'hui, plusieurs centaines de logements déjà sortis de terre et plusieurs milliers qui sont en cours de commercialisation, donc un envol assez important. Les coopératives d'habitants, c'est
pour le coup, aujourd'hui encore plus marginal que ça. La principale explication que j'ai autour de la différence de succès, c'est qu'effectivement, la transposition a été très bien faite pour ce qui est de l'organisme foncier solidaire et BARL solidaire, avec un dispositif qui permet une réappropriation facile par l'ensemble des acteurs selon les configurations territoriales. Ça peut être parfois des collectivités locales qui se positionnent directement, d'autres fois c'est des organismes HLM, des COP HLM, parfois c'est des établissements publics fonciers qui sont agréés organismes fonciers solidaires ou qui créent en tout cas un organisme filial pour porter ce type d'offres. Pour les coopératives d'habitants, la transposition est moins simple. Et il y a quelques sujets juridiques qui restent à lever, qui font que le dispositif n'est pas pleinement opérationnel. Et voilà, par exemple, il y a le contrat coopératif qui a été créé dans la loi Allure, qui n'est pas un contrat de bail classique, qui fait que la Caisse des dépôts, qui vient financer toutes les offres en logement social, ne peut pas très facilement se positionner sur ce type de logement en coopérative d'habitants en loi Allure. Donc ça, c'est un des freins. Et on sait que bien évidemment, l'argent est le nerf de la guerre aussi dans ce type d'expérimentation. Voilà. Oui, le prêt de la Banque des Territoires est l'une des sources de financement pour les organismes de foncier solidaire qui lui permettent d'avoir cet effet levier. L'un des points communs de tous les dispositifs que vous avez évoqués, et c'est ce sur quoi aussi vous travaillez dans le cadre de votre thèse, c'est de faire évoluer le rapport qu'on peut avoir à la notion de propriété. Votre thèse, d'ailleurs, s'appelle « Essai sur la post-propriété ». Est-ce que vous pouvez nous décrypter ce terme sans partir sur un débat juridique trop approfondi? Mais voilà, cette notion de propriété, elle est importante pour le quotidien de chacun. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là? Alors déjà, c'est pas moi qui ai inventé le terme. C'est un chercheur anglophone qui s'appelle Ronald, qui avait forgé le premier, ce concept de post-propriété. Mais je trouvais, à mon sens, de façon un petit peu imparfaite ou en tout cas perfectible, ce que Ronald décrit à compter de la crise des subprimes. C'est effectivement dans un certain nombre de pays, notamment anglophones, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, un recul du taux de propriétaires consécutivement à la crise des subprimes. Et donc, en fait, en réalité, ce dont parle Ronald quand il parle de post-propriété, de société post-propriétaire, c'est plutôt finalement le retour d'une forme de société de locataires. Bon. Dit comme ça, je trouvais pas que c'était non plus ce qui était le plus intéressant, mais le terme était intéressant, post-propriété. Donc moi, je l'ai plutôt, j'ai pris le terme et j'ai essayé de lui en donner une deuxième définition. Déjà une définition qui est nécessairement un petit peu provocante, c'est-à-dire que le terme interpelle. Pour moi, c'est un mot obus, comme le dit Paul Ariès concernant la décroissance, c'est-à-dire qu'on est là plutôt pour essayer voilà, de jeter gentiment un petit pavé dans la mare. Mais au-delà de la provocation, l'idée, c'est vraiment, presque d'un point de vue un peu philosophique, d'essayer de susciter un étonnement autour d'un concept, effectivement, la propriété, dont chacun a une idée plus ou moins précise et en même temps qui est quand même quotidienne, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on est propriétaire voilà, de son stylo, de sa cravate, etc. Et tout. Enfin, tout le monde l'a en tête et en même temps, qu'est-ce que ça recouvre, etc. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de façon un peu plus sérieuse, d'avoir un débat effectivement là qui vient de challenger un petit peu les conceptions traditionnelles de la doctrine juridique. Donc la doctrine juridique, c'est l'ensemble des commentaires qui sont faits par les professeurs de droit, les notaires, les avocats, sur le droit tel qu'il est légalement et dans les règlements et aussi la jurisprudence. Où là, depuis quand même plusieurs décennies maintenant, la majorité des professionnels du droit défendent l'idée selon laquelle la propriété, c'est un droit unitaire, absolu, sacré, inviolable, etc. Et tout. Ce qui n'est pas tout à fait, d'abord, ce qui est écrit dans le Code civil, dans la définition qui est retenue dans l'article 544. Déjà, la description parle d'un droit déjà au pluriel. Et deuxièmement, le droit de propriété n'est pas un droit absolu, c'est le droit le plus absolu. Alors, vous allez me dire, je joue un petit peu sur les termes, mais non. Dans la conception qui en était faite dès l'origine du Code, il y avait bien cette idée que le droit de propriété s'inscrit dans un cadre plus large d'autres droits. Et donc, il est effectivement un droit qui est très fort, mais qui n'est pas absolu, loin de là. Ensuite, de façon
pratique, cette idée selon laquelle la propriété n'est pas un droit absolu, j'ai envie de dire, pour les urbanistes, c'est quasiment quand même le quotidien qui nous ramène à cette réalité-là. C'est-à-dire que euh, le droit droit de propriété est d'abord créé par l'État et notamment en urbanisme, c'est beaucoup les collectivités locales qui sont à la manœuvre avec les réglementations de type plan local d'urbanisme, etc., qui sont là pour décrire la nature des droits à construire, par exemple, qu'il y a sur des terrains ou quand il n'y en a pas. Et donc là, on voit tout de suite qu'en réalité, par exemple, être simplement propriétaire d'un terrain sans droit associé dessus, c'est une propriété qui est très rapidement très limitée. Voilà. Donc ça, en fait, on voit bien que d'un point de vue empirique, la réalité du droit de propriété est loin d'être un droit absolu. C'est en fait un droit qui est très, très encadré, etc. Donc ça, c'était le point de départ de tout ça. Et après... une fois que j'ai parlé de post-propriété, ce qui m'a semblé important, c'était de pouvoir non plus seulement provoquer, non plus seulement peut-être dénoncer une certaine conception de la propriété, mais plutôt chercher à en énoncer une nouvelle. Et donc là, c'est plutôt l'idée que, en fait, on est effectivement dans une période que moi je qualifierais d'émergence d'une forme de société post-propriétaire, au sens où, comme je le disais à l'instant, depuis voilà, une vingtaine d'années, on voit que sur les questions du logement, il y a l'émergence de plein de formes assez diverses de démembrement de propriété et, dans certains cas, de régime de propriété. Voilà. Et c'est cette période-là que je trouve très intéressante aujourd'hui, voilà, qui est naissante, hein, c'est que des signaux faibles à ce stade-là, mais qui est très intéressante pour justement se dire, en fait, là où on avait jusqu'à présent plutôt une forme de conception un peu unitaire et unique de la propriété, là on rentre dans une période un peu plus complexe où il y a différents régimes de propriété qui émergent et qui vont probablement cohabiter ensemble et se développer. Voilà. Et justement, pour reboucler avec les organismes de foncier solidaire, en quoi est-ce qu'ils proposent un nouveau régime de propriété et quels sont voilà, les droits qu'il ouvre et les limites peut-être par rapport à cette propriété absolue que vous évoquiez? Alors effectivement, alors pour moi, un régime de propriété par rapport aux autres formes de démembrement de propriété, déjà, la première grande distinction, c'est la pérennité dans le temps. Voilà. Les démembrements traditionnels qu'on connaît entre usufruit et nue propriété, les baux de longue durée qu'on avait jusqu'à présent dans notre droit, sont nécessairement limités dans le temps. Dans des durées plus ou moins longues, l'usufruit c'est 30 ans, les baux de longue durée ça peut aller jusqu'à 99 ans, etc. Et tout. Mais à la fin, la pleine propriété privée revient à l'un des propriétaires qui rassemble du coup tous les attributs de cette propriété. Ce qui est intéressant avec les organismes fonciers solidaires, d'ailleurs c'est la même caractéristique également pour les coopératives d'habitants, c'est justement leur pérennité dans le temps, dans le démembrement qui est proposé, ou dans l'appropriation collective qui en est proposée. Donc, alors avec quel mécanisme pour les organismes fonciers solidaires, on a un organisme donc, à but non lucratif dont je parlais, qui est là pour sanctuariser les aides publiques en faveur de l'accession sociale à la propriété. Et ensuite, il y a un bail un petit peu spécifique qu'on appelle le bail réel solidaire, le BRS, qui vient effectivement concéder des droits de propriété aux ménages qui en est titulaire. Ce dont on qualifie généralement la partie bâtie, mais en réalité, c'est plutôt une image. Voilà, je vais prendre un exemple très concret. Un ménage qui ferait l'acquisition d'une maison individuelle avec jardin sous forme de bail réel solidaire serait amené, par exemple, à entretenir son jardin. Enfin, je veux dire, c'est pas l'organisme foncier solidaire qui va s'occuper du sol, etc. Enfin, voilà. Donc, en réalité, c'est bien une concession de droit sur l'ensemble de la propriété qui est faite. Voilà. Tout comme le partage de la valeur entre l'organisme foncier solidaire et le ménage titulaire d'un bail réel solidaire ne recoupe pas toujours totalement la distinction entre le prix du sol et le prix du bâti. Voilà, donc c'est pas tout à fait. Il y a une certaine souplesse. Voilà, il y a une certaine souplesse suivant le montage d'opérations, etc. Et tout. Ensuite, le ménage qui occupe le logement vit a priori dans les mêmes conditions qu'un propriétaire classique pour l'essentiel. Voilà, c'est-à-dire que il peut faire les travaux intérieurs. Sous certaines conditions, parfois, il doit demander l'autorisation à l'organisme foncier solidaire quand c'est des travaux un peu plus structurels, etc. Et tout. Il doit entretenir le bâti. Il peut louer parfois sous certaines conditions quand l'organisme lui autorise. Et effectivement, il paye la taxe foncière. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets qui sont
les attributs du propriétaire traditionnel. Mais effectivement, l'engagement qui est fait à terme, c'est que lorsqu'il souhaite revendre sa propriété, eh bien, effectivement, il doit le revendre à un autre ménage sous les mêmes plafonds de ressources que lui, et en s'engageant à le revendre avec une formule de revente qui s'applique, dans laquelle il retrouve l'investissement initial, grosso modo, qu'il a fait, avec une part de la plus-value qui est partagée entre lui et l'organisme foncier solidaire. Voilà, l'objectif, la philosophie de tout le dispositif, c'est de permettre justement au ménage suivant de pouvoir acheter le logement dans les mêmes conditions que lui au départ, donc en évitant une envolée des prix telle qu'on peut le voir sur le marché privé. Mais par contre, lui, il a pu capitaliser, Voilà, alors que et s'il donc était resté l'intérêt, locataire. voilà, effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir capitaliser, de pouvoir avoir en général un prêt immobilier et donc de pouvoir effectivement faire une économie de loyer, etc. Associé au prêt immobilier, bien évidemment, l'assurance décès, enfin voilà, qui est une protection quand même particulière, etc. Enfin voilà. Donc c'est tout l'intérêt. Pour les coopératives d'habitants, rapidement, effectivement, pour moi, c'est un deuxième régime de propriété parce que lui-même est pérenne dans le temps. C'est la coopérative qui détient un ensemble immobilier. Et là aussi, ça peut durer plus de 99 ans, enfin, ad vitam aeternam potentiellement, etc. Et là aussi, avec une logique intéressante, anti-spéculative. Voilà, donc c'est-à-dire que les ménages qui sont locataires de la coopérative sont également associés à la coopérative, ont une part sociale, et cette part sociale, elle peut être revendue au moment du départ du ménage de la coopérative, mais là aussi avec un prix qui est encadré, un prix de cession encadré, etc. Est-ce que vous avez un exemple de mécanisme qui serait instauré dans d'autres pays que la France, avec cette vocation de permettre à des ménages d'être propriétaires à des prix abordables, voilà, et quand ils n'ont pas forcément les ressources pour acheter au prix de marché, ou dans cette logique aussi d'éviter la spéculation sur l'immobilier? Alors, moi, j'ai essayé de faire beaucoup d'exploration à l'international pour identifier effectivement un petit peu des recettes nouvelles qu'on pourrait expérimenter. Malheureusement, j'en ai pas d'immédiate totalement nouvelle. En revanche, ce que je pense qui est intéressant, c'est plutôt de se poser aujourd'hui la question de la place de ces nouveaux régimes de propriété dans l'ensemble du parc immobilier français. Aujourd'hui, c'est une place ultra marginale, que ce soit les coopératives d'habitants ou les organismes fonciers solidaires. Voilà, c'est le début de l'aventure. Ils ont été créés en 2014, le temps en plus de les expérimenter, etc. Finalement, les premiers organismes de foncier solidaire, par exemple, datent de mémoire de 2017-2018. Voilà, c'est quand même tout récent. Donc la question pour moi aujourd'hui, elle est plutôt de chercher à généraliser, enfin en tout cas à ce qu'ils occupent une place de plus en plus importante. On sait par exemple que pour le logement social, qui est un autre régime de propriété pérenne dans le temps pour le locatif social, voilà, la loi Allure a permis justement d'accélérer la production de logements sociaux en France et d'atteindre un seuil important. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Peut-être pour donner des nouveaux imaginaires en la matière, c'est vrai que moi j'aime beaucoup citer l'exemple de Singapour, voilà, qui est un exemple quand même très singulier, où depuis l'indépendance du pays dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, le foncier public est passé de 30 à plus de 90%. Et aujourd'hui, plus de 90% des ménages singapouriens vivent dans des logements sociaux sous forme de baux de longue durée. Voilà, alors qui est pas tout à fait la même chose que le bail réel solidaire, mais quand même dans la philosophie, on est assez proche. Et ça, c'est un modèle que je trouve hyper intéressant parce que très concrètement, en fait, ils ont réussi à avoir une stratégie de développement de cette île qui les a permis de s'insérer pleinement dans la mondialisation, et notamment dans la mondialisation financière, parce que Singapour est l'un des principaux centres financiers d'Asie, sans nécessairement être pénalisé justement par des effets pervers que peut avoir la mondialisation, notamment sur les marchés immobiliers. Si jamais ils avaient laissé un marché totalement privé, bien évidemment que les prix auraient explosé dans tous les sens, et avec une difficulté pour de nombreux ménages singapouriens pour se loger.
Aujourd'hui, justement, ils ne sont pas dans cette situation-là. Donc je trouve qu'en tout cas, on a là un exemple très intéressant d'un pays qui est pleinement inséré voilà, dans la mondialisation, un pays à économie de marché, voilà, c'est pour le coup pas du tout le même itinéraire que la Chine par exemple, mais qui a fait ce choix stratégique quand même assez original. Et pour revenir en France, hein, aujourd'hui sur les questions foncières qu'on a abordées au travers des organismes de foncier solidaire, l'un des enjeux forts est celui de la maîtrise de l'artificialisation des sols. Est-ce que vous pouvez nous définir ce fameux ZAN ou zéro artificialisation nette, qui est un sujet sur lequel vous avez aussi eu l'occasion de travailler à la Fabrique de la Cité et qui est au cœur de vos réflexions? Oui, effectivement. Le sujet de l'artificialisation des sols, pour moi, c'était l'occasion vraiment de pouvoir travailler cette fois-ci sur un deuxième volet concernant les sols, non plus les montages complexes en démembrement de propriété, non plus la dimension économique et sociale, mais plutôt la dimension environnementale. Alors, le zéro artificialisation nette, déjà, c'est un objectif qui a été cranté dans la loi climat-résilience d'août 2021 et qui a été défini à horizon 2050. C'est important de se dire qu'on a le temps de voir cet horizon arriver. L'artificialisation est définie comme la transformation d'un sol agricole, naturel ou forestier en un sol urbanisé, imperméabilisé, construit, etc. Pourquoi on en est venu à adopter une législation de ce type-là ? D'avoir ce zéro artificialisation nette, donc c'est-à-dire de ne plus artificialiser plus à horizon 2050 que ce que l'on pourra éventuellement sur d'autres fonciers renaturer. Voilà, c'est ça la notion du net. Pourquoi on en est arrivé là ? Parce que notamment c'est un rapport de France Stratégie de 2019 qui le démontrait assez bien. Malheureusement, la France a été très loin dans le process d'artificialisation quand on se compare à nos principaux voisins européens. En gros, on a rapporté par habitant, hein, on fait à chaque fois des métriques à 100 000 habitants, 2 fois plus artificialisé par exemple que nos voisins italiens. Voilà. À ce que je sache, une fois qu'on a dit ça, est-ce que nos voisins italiens vivent très mal, etc. et tout, je ne crois pas. Donc c'est pour ça que c'est important de se resituer, de se comparer par rapport à eux. Donc on a cette trajectoire-là à horizon 2050. Et ensuite, chose aussi importante dans ces grands sujets de transition, c'est qu'on a une première trajectoire intermédiaire pour la décennie en cours, à horizon 2031, dont l'objectif, c'est effectivement de diviser par 2 notre rythme d'artificialisation des sols à l'échelle de la France entière, avec tout l'enjeu de la territorialisation de ces objectifs, pour justement avoir une approche intelligente du sujet et continuer d'avoir un développement économique, social et un développement urbain, mais qui tiennent compte effectivement de la finitude de notre propre territoire, d'une certaine manière. Et est-ce que vous pensez que les organismes de foncier solidaire peuvent contribuer à traiter cette question de produire du logement tout en limitant l'artificialisation des sols? En quoi est-ce que ça peut être un des outils utiles? Alors, pour moi, les organismes fonciers solidaires peuvent être une des solutions qui va être utile pour venir corriger un des effets négatifs que va avoir l'objectif zéro artificialisation nette à horizon 2050. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on n'a plus de possibilité de faire un développement urbain par extension urbaine, nécessairement, on va avoir un renchérissement assez important des coûts du foncier. Ça, c'est quelque chose de mécanique. Voilà, vous avez une demande qui augmente, mais une offre qui n'augmente pas en parallèle. Nécessairement, la matière première de l'urbanisation, le foncier, va nécessairement voir son prix augmenter fortement. Dans ce contexte-là, effectivement, les organismes fonciers solidaires sont une solution aux côtés d'autres solutions, hein, le logement social, les coopératives d'habitants, pour justement pouvoir continuer à proposer une offre de logements abordables en faveur de différentes catégories de population qui en ont le besoin. Mais après, une fois que j'ai dit ça, c'est une solution parmi d'autres. Un des gros enjeux autour de l'artificialisation des sols, ça va être de se reposer les questions qui sont parfois délicates à aborder, mais qui sont les questions de densité. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, Ou les gaps délicates à aborder par rapport aux habitants qui par sont rapport déjà aux sur les habitants, territoires. par rapport aux élus qui les représentent, etc. et tout.
Je pense que le gros sujet autour du terme de densité, je choisis volontairement ce terme, d'autres maintenant essayent de tourner autour du pot avec des termes comme compacité, intensité, etc. Non, on parle bien de densité. Mais le vrai sujet, c'est je pense qu'il faut à chaque fois bien illustrer l'idée selon laquelle en fait la densité elle peut prendre des formes urbaines mais très très différentes. À chaque fois, le vocabulaire de la densité est tout de suite associé dans l'imaginaire collectif aux bars HLM des années 60-70, etc. et tout. En réalité, déjà en termes de densité, tous les urbanistes savent qu'en fait c'est pas un urbanisme dense parce qu'autour il y a besoin d'espaces verts très importants. Et donc en réalité, c'est en termes de densité, l'objectif n'est pas atteint. Et puis souvent, bah voilà, ce qui est parfois moins connu, c'est que par exemple, l'urbanisme haussmannien, pour ne prendre que lui, est en réalité l'urbanisme le plus dense de France. Et à ce que je sache, il suscite quand même une certaine adhésion. Voilà, enfin, si on dit que la ville de Paris est peut-être la plus belle ville du monde, comme certains la qualifient, c'est probablement en grande partie grâce à l'urbanisme haussmannien. De la même manière, moi, ce qui me semble important aussi de dire autour de ça, c'est il y a beaucoup eu de débats, et encore dernièrement, lors de la dernière loi qui est venue compléter la loi climat-résilience, là, qui a été discutée ces dernières semaines à l'Assemblée nationale, est revenu encore le sujet du devenir de la maison individuelle. Là-dessus, j'ai publié une note en début d'année, en janvier dernier, sur le devenir de la maison individuelle à l'heure du ZAN. Je suis pas du tout inquiet. Voilà. Enfin, là-dessus, alors je suis pas du tout inquiet pour plein de raisons. Déjà, il y a un stock de maisons individuelles qui est très importante en France, hein. C'est plus de 55% du parc de logements qui est en maison individuelle. Ce stock-là, il existe. Voilà. Et deuxièmement, il y a ensuite des possibilités formidables, justement, de densification douce d'un certain nombre de parcelles en logement individuel, dont l'objet n'est pas du tout de détruire la maison existante et de la remplacer par un immeuble collectif nécessairement. C'est pas la seule option. Ça peut être de diviser le terrain en plusieurs lots, de construire une maison en fond de jardin, de faire une extension, etc., etc. Donc là-dessus, il y a plein de possibilités. Mais qui nécessite effectivement d'intervenir de façon beaucoup plus fine sur le tissu existant, de faire un peu d'acupuncture urbaine, quoi, pour reprendre la terminologie de certains architectes, que je trouve effectivement très intéressante. Voilà. Donc, moi, je suis pas du tout pessimiste sur le devenir de la maison individuelle. Il y a un désir fort des Français en la matière et je pense qu'il restera parce que ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on a des sondages qui nous expliquent effectivement que la maison individuelle est plébiscitée. Mais une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de dire laquelle. Voilà, quelle forme de maison individuelle on veut. Par exemple, on s'est prêté à un petit jeu justement au niveau des sondages pour essayer d'approfondir un peu cette question-là. Quand j'étais à la Fabrique de la Cité, j'ai demandé à ce que la question de la taille des jardins soit posée. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est assez peu connu, mais en moyenne, en France, dans les constructions de maisons individuelles neuves ces dernières années, on est quasiment à 1000 mètres carrés de terrain. 1000 mètres carrés de terrain, c'est énorme en moyenne. Enfin, et du coup, on s'est dit, mais est-ce que ça correspond vraiment à une demande? Quelles sont les aspirations des Français autour de ça, etc. et tout. Posons-leur cette question qu'habituellement on ne pose pas. Et la réponse qu'on a eue, elle était quand même une surprise, parce qu'en fait, on a eu en réalité comme première réponse sur la taille de jardin suffisante par rapport à vos propres besoins, etc. et tout. Première réponse, petit jardin de moins de 250 mètres carrés, 37% de répondants. Deuxième réponse, jardin d'une taille de 250 à 500 mètres carrés, 34% de répondants. Donc rien qu'avec les deux premières réponses, on a quasiment les 2 tiers des Français qui veulent un jardin qui est d'une taille divisée par 2 par rapport à la moyenne de ce qui est produit aujourd'hui par la filière de la production de maisons individuelles. Voilà. Enfin, quand on voit ça, voilà, c'est un sondage national fait sur un panel représentatif de Français. Il y avait plus de 3000 personnes qui ont répondu à ce sondage. On se dit que oui, en fait, il faut simplement repenser, faire une offre nouvelle aussi en maison individuelle. Et derrière, je suis certain qu'il y a de la demande et il y aura une satisfaction de la part des futurs occupants. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, Vincent Lerouzic, la traditionnelle question des podcasts d'Espacité, si vous deviez faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause? Je vais rester dans le champ professionnel, mais en tout cas, je dirais que, à titre personnel, je suis plutôt dans l'idée de faire le mur pour le sol, d'une certaine manière. Enfin, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment, par rapport à ce que je viens de dire, un beau sujet de transition sur lequel, en réalité, tout dépend de nous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire que, à horizon 2050, on a aussi tous les enjeux, bien évidemment, de transition climatique. Bon, sur ces sujets-là, malheureusement, j'ai envie de dire que tout ne dépend pas nécessairement de nous. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est à l'échelle mondiale. Ça dépend aussi d'évolutions technologiques. Ça dépend, bien évidemment, de notre usage, de tout ce qu'on fait au quotidien, etc., de nos modes de production, mais tout ne dépend pas de nous. Sur le sujet de la limitation de l'artificialisation des sols, du zéro artificialisation nette, objectivement, on sait faire. On sait construire des villes qui sont vivables avec une certaine densité. D'un point de vue technique, on sait faire. Et donc, c'est principalement un sujet d'acceptabilité sociale et politique qui est devant nous. Ça ne veut pas dire que c'est le plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est le plus facile, mais ça dépend de nous et donc à nous de nous y atteler fortement. Voilà. Merci pour cette conclusion optimiste, même si Merci, c'est Géraldine. difficile. Et puis pour ces échanges où on croise à la fois les enjeux sociaux, économiques et environnementaux sur le sol. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices et à une prochaine édition de podcast Faire les murs par Espacité.